L'opportunité DJ Snake, elle arrive en décembre 2022, où je reçois d'abord un premier DM d'une personne de l'équipe de Snake. Écoute, si ça te tente de partir en tournée comme ça avec nous, trop bien, parce que ça fait des mois qu'on cherche un profil comme le tien. Quand tu pars en tournée avec un artiste, t'es H24 avec. Du réveil au soir. Et même après le soir, il y a quoi? Il y a le show. T'es tout le temps avec. T'as été fort connu par tes filtres Instagram. Je prenais 10K par quart d'heure. J'allais faire une sieste de 2 heures, j'avais 50 000 en plus. Pas beaucoup de personnes ne peuvent tenir comme ça. Faut bien s'imaginer que c'est entre 2 et 3 heures de sommeil. On est vite arrivé aussi à devoir voyager en jet. J'ai vu pas mal de préjugés aussi sur les réseaux par rapport au monde de la tournée. Pas mal de gens prennent de la drogue. Est-ce que c'est un mythe? Pour moi, c'est important de travailler gratuitement au début. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas forcément être d'accord. Je connaissais même pas Nîmes, je le rencontre à Vegas et je me retrouve au GP Explorer de Squeezie à shooter à Nîmes. Je reçois un message de Julie qui me dit « T'es prêt à tourner ?» Bon, C'est ta première! c'est ma première de ouf. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier podcast avec Arnaud Partissimo. C'est un photographe de concert qui voyage à l'international. Il a pu shoot les plus grands festivals et les plus grands artistes du monde. Aujourd'hui, on est accueillis au Stella Coffee, qui est basé à Bruxelles, qui a été fondé par Bassel. Bassel, c'est un gars qui a fui son pays il y a quelques années pour venir du coup ici en Belgique. Son pays était en guerre. Et aujourd'hui, après quelques années, donc il a fondé Stella Coffee. Et actuellement, il en a 3. L'idée des podcasts, c'est évidemment à chaque fois de faire ça dans un lieu un petit peu différent des studios qu'on a l'habitude de voir. Donc si vous êtes à Bruxelles et que vous voulez boire un café et manger des pâtisseries exceptionnelles, c'est ici, chez Stella. Ils font également pas mal d'événements et toutes les informations seront dans la description. Salut Arnaud, comment vas-tu? Salut Lucas, ça va très bien et toi? Ça va super. Maintenant, j'ai une question un peu plus profonde. Comment vas-tu actuellement, là, physiquement et mentalement? Je suis reposé. Ok. Ouais, je suis reposé. Ça fait 2 semaines là que je suis en Belgique, vu que là le nouvel an vient de passer. On a eu une grosse fin d'année. Grosse tournée partout dans le monde. On a fait plusieurs fois le tour du monde en peut-être 1-2 mois. Enfin, c'est toujours très intense, surtout les fins d'année. Et donc là, j'ai pu me poser pendant 2 semaines en Belgique, reprendre un rythme un petit peu classique. Et là, c'est bon. Je suis prêt à repartir. Là, il est temps. Donc à la base, tu voulais pas être photographe. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu tes débuts? Comment est-ce que tu en es arrivé là? En fait, c'est même pas que je voulais pas être photographe, c'est que je ne savais même pas ce que c'était la photographie. Moi, mon but dans ma vie, mon rêve, c'était de devenir prof de gym. Depuis tout petit, depuis mes 6-7 ans, je voulais être prof de gym. Et donc, j'ai suivi une scolarité très classique pour, au final, arriver à partir de 15 ans, changer d'école pour aller dans une école de sciences et sport qui m'a permis justement d'évoluer là-dedans et de découvrir la gymnastique, vraiment la gym comme tu peux voir au JO avec les anneaux, les barres parallèles, etc. Et donc, je me suis inscrit en club assez tard, mais j'étais tellement fan et j'avais, je pense, c'est ce que même l'entraîneur me disait, j'avais cette fibre gymnique apparemment. Donc, j'apprenais super vite, même les autres étaient un peu deg de ça, mais bon, tant pis, c'était mon petit flex dans le groupe. Et donc, j'ai commencé à m'entraîner et à me préparer aussi pour des débuts de compétition, etc. Et est venu le jour fatidique, l'accident, en fait, on va dire, l'événement qui a un peu changé toute ma vie. J'étais en entraînement, dernier exercice. Tu sais, c'est toujours ce truc du « allez, un dernier », c'est toujours le dernier trop. Et ce dernier-là, je faisais du coup, pour ceux qui connaissent, donc à la barre fixe, je faisais donc des grandes volées. Donc je m'entraînais à faire des grandes volées comme ça. Et donc en fait, quand tu fais ton tour, y a un moment où forcément tu dois t'arrêter. Et moi, je continuais, j'en avais encore 1 ou 2 à faire. Et à ce moment-là, il y a eu un défaut technique, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais attention, âme sensible, j'ai continué à tourner et j'ai une main qui s'est bloquée et tout le reste a tourné sans que la main tourne en fait. Et moi, je l'ai vu et je l'ai senti craquer. J'ai dû me faire opérer plusieurs fois, kiné pendant 1 an, je crois que c'était... j'avais de la kiné 3 fois par semaine pendant 1 an, enfin c'était 5 opérations, donc c'était dur. Et au final, j'ai dû arrêter la gym parce qu'en fait, tout simplement, là, on peut même le voir, hein. C'est pas un secret, mais la main, elle est bloquée. Là, maintenant, elle ne sait plus se plier. Tu vois, là, on peut plier normalement. Moi, elle est bloquée. Là. Donc, ce qui t'empêche, en fait, de faire beaucoup de mouvements et dont, notamment, en fait, pour la gym,
ça t'empêche pour presque tout, au final, tu vois. Tu dois être souple, tu dois pouvoir gérer avec tes mains, surtout quand tu vois, tu fais des barres parallèles, des anneaux, etc., tu dois pouvoir tenir correctement. Donc, qu'est-ce qu'on fait à 18 ans ? On se pose des questions quand on doit changer. Ça t'a dégoûté ? Non. J'ai la chance d'avoir une éducation dans une mentalité où il y a toujours du positif et il faut jamais regarder plus loin que l'étape suivante. Là, mon étape suivante, c'était, il y avait une opération supplémentaire. D'abord, on répare le poignet et puis on voit. Et puis, en fait, étape par étape, je m'y suis fait. C'était, voilà, en fait, c'est un peu comme quand tu peux plus utiliser un membre de ton corps. Au final, ton corps doit s'adapter, ton mental doit s'adapter. Et voilà, il faut trouver quelque chose d'autre. La vie s'arrête pas. Tu as 18 ans, tu as encore toute la vie devant toi. Donc, c'est le début. Qu'est-ce que tu fais ? Et surtout, tu es en pleine construction. Tu as envie de trouver ton bonheur pour ton futur proche, mais ton futur lointain aussi, qui est de qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Et donc, j'ai eu la chance, moi, et ça, je le raconte à tout le monde donc, quand on me demande comment j'ai commencé la photo. Et ce sera toujours grâce à une personne qui s'appelle David Wittebol, qui était en études de photo à l'INRACI et avec qui, moi, j'allais tous les vendredis soirs patiner. On faisait du hockey, en fait, au Poséidon à Bruxelles. C'était notre rendez-vous. Et un jour où il m'a proposé de partir le soir, faire juste une petite balade, une petite virée dans la nuit pour que lui puisse travailler sa photo, parce qu'il avait un devoir et il devait travailler justement, faire de la photo en lumière basse. Donc faire des photos, je sais pas moi, c'était des feux rouges, etc. Essayer de jouer un peu avec la lumière. C'est là que j'ai vraiment découvert la photographie. Et à ce moment-là, voilà, j'ai testé un peu, il m'a expliqué ce que c'était les ISO, la vitesse, l'ouverture, mais vraiment les rudiments, le plus classique. De là n'est pas venu un déclic. Il n'y a rien qui s'est vraiment passé, mais voilà, j'ai appris l'existence de la photo. Et à ce moment-là, j'étais encore aux études, donc je bossais chez un revendeur Apple. Je vendais des produits Apple, des iPhones, des iPads, des Macs. T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais du coup 18-19 ans. 18 ans. Ouais. Et je faisais ce job étudiant depuis 2-3 ans. J'étais du coup conseiller vendeur, tu vois, rue Neuve à Bruxelles. Et du coup, vu que j'avais un job étudiant, je me suis dit, let's go, je vais acheter un appareil. En fait, je suis assez curieux quand même d'en apprendre un peu plus. Et c'était une des seules choses que j'avais de nouveau à apprendre, si tu veux. Je l'achète, je fais des... Mec, je me souviens encore, je trouve plus les photos. Il faudrait que... je sais pas du tout comment est-ce que je pourrais les retrouver, mais ouais, je me souviens, j'ai fait des photos d'arbres. C'était en automne, je crois, il y avait plus de feuilles dans les arbres. C'était naze de ouf. Mais c'était fun, c'était drôle. Et à ce moment-là, forcément, j'écoutais beaucoup de musique, comme depuis le début. Mais là, j'étais vraiment dans une période trap musique, très, très électro. Vraiment, depuis que je suis ado, j'ai vraiment beaucoup écouté de l'électro. Et à 18 ans, t'as envie de sortir. Mais moi, je ne sais pas danser. Ah, je suis une brêle. Moi, c'est bon. Moi, il ne faut pas me demander de danser. Je suis très bien là comme je suis. Et en fait, la seule manière pour moi de sortir et de profiter des événements, du coup, c'était de venir et d'avoir quelque chose à faire. Donc en fait, j'en ai profité pour demander aux organisateurs de soirée, si je pouvais pas venir avec mon appareil photo. Donc du coup, en plus, ils te filent la place gratos. Et en échange, je leur donne des photos. Et puis si elles sont bien, ils les prennent. Et puis, je te parle de ça, j'avais 18 ans, tu vois. Mm-hmm. Et puis petit à petit, j'ai fait un événement, un autre. Et ça a commencé à me plaire. Ça a vraiment commencé à me plaire. Je trouvais que c'était vraiment cool d'avoir parfois des rendus vraiment assez uniques et qui étaient même plus beaux parfois que ce que la soirée représentait ou comment elle était. Et step by step, en fait, j'ai pris goût à ça et j'ai fait en sorte de pouvoir le faire un peu plus sérieusement. On ne parle pas encore d'argent. Là, vraiment, on parle vraiment de bénévolat. On pourrait même dire d'investissement personnel. Vraiment, je suis aux études. Le week-end, je vais à des petits événements, tu sais, genre à Mons, à 1 heure de Bruxelles, etc. Après l'événement, il est 3-4 heures. J'attends le premier train à 6 heures. Je rentre, je fais les édits. Je dors quelques heures et puis après, je bosse pour l'école, quoi, tu vois, parce que j'étais quand même encore aux études. Et petit à petit, malgré tout, tu vois, quand tu t'améliores, l'événement ou les organisateurs, ils se souviennent de toi. Ils se souviennent que tu étais correct, discret, et qu'en plus, tu faisais des photos OK. Tu vois, c'était cool.
C'était pas dégueulasse. Donc petit à petit, ils te prennent de plus en plus. Enfin, on va pas dire qu'ils te prennent de plus en plus, mais petit à petit, ils t'acceptent de plus en plus, tu vois, plus facilement. Etc. C'est ça, exactement. Et donc, à chaque fois que je redemande une place, mais ils disent oui plus facilement. Et ils te donnent cette fois-ci, ils te proposent même, si tu veux, tu peux aller devant les barrières cette fois-ci, pas que dans le public. Parce qu'avant, j'étais que dans le public, tu vois, je devais me débrouiller avec ça. Et du coup, après ça, au plus tu passes des étapes, au plus ils te font confiance. Et donc, c'est passé de la barrière à le backstage, à la scène. Je te parle pas de ça en jours, hein. Je te parle de ça en plusieurs mois, hein, plusieurs éditions. Ça prend du temps que eux te fassent confiance, tu vois. Mais du coup, petit à petit, ils ont commencé à me donner des accès un peu plus grands. Et c'est comme ça que vraiment cette passion pour l'image, elle est née. Ok, incroyable. Ouais. Et du coup, c'est à partir de quel moment où tu as vraiment eu des opportunités un peu plus high level, par exemple avec Henri? Henri, ça a été un de mes premiers. En fait, moi, je me souviens vraiment de ceux qui m'ont fait confiance depuis le début sans avoir d'expérience. Pour moi, il y en a 3 qui m'ont vraiment marqué. Il y a Henri, forcément. Il y a Jepsar et il y a To Die For. Pour moi, ça, ce sont les 3 premiers artistes que je respectais beaucoup et qui m'ont donné ma chance. Tu le connaissais avant ou comment est-ce que tu as eu contact avec lui? J'ai rencontré Henri et To Die For en même temps. Okay. Mais que c'est un métaverse. Je les ai rencontrés à la Brassicole de l'ULB. Genre, c'est un événement de bière où ils ont joué tous les deux en B2B. Waouh. Ils jouaient de la hard music, genre de la trap et des trucs genre super hard. To Die For, tu peux comprendre parce qu'il est toujours là-dedans. Mais Henri, là-dedans, il jouait ce genre de musique avant. Et quand je les ai vus jouer tous les deux, en fait, je me suis dit, vas-y, ces gars-là, ils sont trop chauds. Faut que je rentre en contact avec eux. Parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà dans la photo. Okay. J'avais déjà commencé la photo d'événement. Et eux, ils étaient à quel stade dans leur carrière à ce moment-là? C'est difficile de pouvoir les comparer à l'époque, mais ils n'étaient pas très, très big non plus. Ils étaient big au point de se faire booker. Henri, il n'avait pas encore de gros singles de signer, mais il faisait des edits, des remixes pour des playlists qui faisaient des millions de vues. Donc son nom était connu, mais ce n'était pas un artiste... mainstream ou super connu qui passait en radio, etc. Pas encore. Et t'es resté en contact avec eux? Ouais, je suis resté en contact avec eux. En fait, j'ai pris leur... je crois que c'était leur Insta ou leur Facebook. C'est il y a combien de temps, ça? Je devais avoir... Plus de 10 ans, genre. 19, 20 ans, donc il y a minimum 10 ans. Waouh. Minimum 10 ans. Du coup, là, tu as 31 ans, J'ai c'est ça? 31. Okay. J'ai 31 à l'heure où on se parle. Ouais. Et donc, par chance... je shootais un événement où il y était, où Henri jouait déjà. Et donc à ce moment-là, il disait mec, vas-y, si tu veux, passe sur scène, tu fais quelques photos. Du coup, par chance, vu que je suis resté en contact avec lui et que j'ai pris en tout cas le contact et qu'on s'était déjà vu, j'ai pu avoir accès sur scène. Et je lui ai fait quelques photos. De là, il n'y avait rien de payé, rien du tout, tu vois, c'est juste... J'ai eu la chance de pouvoir monter sur scène et avoir un accès un peu plus privilégié. Tu vois. Donc c'est comme ça qu'on a vraiment démarré le tout premier shoot d'événements ensemble. À côté de ça, du coup, tu étais encore à l'école, j'imagine. Ouais. Quel a été l'élément déclencheur, du coup? Est-ce qu'il y a eu une proposition de tournée ou qu'est-ce qui s'est passé après? Donc faut remettre les choses dans son contexte, j'avais été refusé par l'INSAS. Moi aussi. En cinéma. Moi aussi. Ouais. Attends, l'INSAS, c'est Louvain-la-Neuve. Non, ça, c'est l'IAD. Ah non, moi, j'ai été refusé par l'IAD. Ah, moi, c'est l'INSAS. Mais vas-y, l'IAD aussi, je pense. Ouais. J'ai été refusé à l'IAD... j'ai été refusé de l'IAD en cinéma. Tu veux savoir la raison? Dis-moi. Donc, tu passes les tests. Il y a 3 tests. Je crois que c'est un technique, je sais plus quoi. Et le 3e, tu dois montrer une de tes propres réalisations, un court-métrage. Donc les 2, je les ai passés. Le 3e, je le passe. Non, mais tu comprends, c'est trop américain. Trop américain? Ouais, le style de réal que j'avais fait, c'est trop américain. T'étais déjà trop Hollywood. En fait, t'étais déjà au next level, quoi. Non, mais en fait, c'est ce que je trouve ouf. Et alors, je veux pas blâmer les écoles d'art. Pour moi, l'école d'art, ça sert à rien. Comme je te dis, j'ai été refusé d'une école de cinéma parce que ma réalisation, mon court-métrage était trop à l'américaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une école créative, une école artistique, te refuse parce que tu sors d'un cadre. Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. Le but d'une école, c'est de t'apporter les compétences techniques, de t'ouvrir ton esprit, mais pas de te formater à quelque chose. Bien sûr.
Je suis très très content d'avoir été refusé par cette école parce que grâce à ça, en fait, maintenant je fais le tour du monde. Donc là, tu as été refusé par l'IAD. Où as-tu été juste après? Étant donné que j'étais déjà dans la photo un petit peu, voilà, que c'était vraiment une passion qui prenait beaucoup de temps, je me suis dit mais qu'est-ce qui est lié et qu'est-ce qui peut vraiment m'aider à un peu avancer là-dedans malgré tout? Bah, c'est la communication au final. Tu vois, c'est les réseaux sociaux, c'est comment peut-être essayer de se développer et d'avancer dans ce milieu toujours, tu vois. Comment profiter de ces belles images pour les mettre en avant et avoir un peu plus de visibilité. Donc je suis allé à l'ISFSC, une école de communication à Bruxelles, qui m'a permis vraiment... En vrai, c'était intéressant, ça m'a permis un peu de m'ouvrir l'esprit, de voir un peu déjà que je veux pas faire ça, que je veux pas me focus sur les réseaux sociaux, mais que je suis vraiment plus dans le côté artistique, et même au-delà d'artistique, c'est découverte créative. En fait, je suis un mec pas qui s'ennuie vite, mais qui a besoin de tout le temps apprendre. Ça m'a permis quand même d'avoir un peu plus de culture générale, de m'y connaître un peu plus sur comment ce milieu fonctionne. Mais surtout, vu que j'avais pas de taf et que j'avais plus d'école, vu que j'avais été de base refusé, ça m'a permis de rester actif. Ça m'a permis de m'obliger, vas-y, tous les matins, tu dois te lever, tu dois aller à l'école. Et je suis resté combien de temps? J'ai fait 2 ans. J'ai fait 2 ans là-bas. Ouais. Parce que du coup, après, tu as eu une chouette opportunité, si je me trompe pas. Ouais. Qui a un petit peu changé toute ta carrière. Grosse opportunité. Ça a commencé en fait par une proposition. J'ai Henri PFR en fait qui m'a contacté. Il m'a envoyé un message, mais vraiment, ce milieu il est incroyable. Il m'envoie un message sur Facebook. Il me dit yo, t'es dispo pour partir en tournée aux États-Unis dans 2 jours? C'est là. Panique à bord, tu vois. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Je suis aux études. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Et du coup, j'ai attendu 24 heures avant de le dire à mes parents et avant d'en parler. Donc en fait, je leur ai dit 24 heures plus tard, dans 24 heures, on me propose de partir. J'étais là... Parce que du coup, ça te laissait même pas le choix. Du coup, c'était juste un oui. En fait, j'ai attendu. En fait, j'osais pas l'annoncer aux parents de peur de leur réaction. Et du coup, j'ai dû attendre vraiment la deadline, la limite finale pour me dire, ok, cette fois-ci, je dois leur en parler. Donc, j'en parle à ma mère. Tu sais, genre un peu la queue entre les jambes, en mode, ma mère a accepté et elle a été super compréhensive et elle a été d'un soutien extraordinaire. Et donc, de là, je suis parti 1 semaine. On a fait une tournée extra. On a commencé par Los Angeles et on a fini à San Francisco. C'est ta première fois aux États-Unis? Non, j'avais fait un voyage avec ma mère à New York. Okay. Mais c'était ma première fois où je bosse. Ouais. Où je bosse, je vais à New York pour faire de la photo, quoi. Et tu vois les États-Unis d'une autre manière aussi, du coup. Je le vois d'une autre manière. On fait un road trip, en plus. Donc vraiment, on vit de manière très intense. Et ça permet de créer des liens. Quand tu pars en tournée avec un artiste, t'es H24 avec. Du réveil au soir. Et même après le soir, il y a quoi? Il y a le show. Donc en fait, c'est du réveil à la nuit. Et le peu que tu dors, t'es plus avec, t'es tranquille, tu te reposes. Mais t'es tout le temps avec. Est-ce que c'est la même chose avec tous les artistes? Est-ce que tu es aussi proche, par exemple, de Henri comme tu es proche de Snake ou... C'est différent. En fait, c'est comme une amitié. Je te parle pas des artistes avec qui je bosse, c'est pas forcément mes potes. Parce que ça reste un business. On s'entend très très bien, mais ça va pas être mon meilleur ami forcément. Tu vois. Mais je te fais juste la comparaison avec une amitié. Tes potes avec différentes personnes, à chaque fois de manière différente également, en fonction de leur manière d'être, de leur âge, de comment ils sont. Tu vas discuter de sujets différents avec ton pote A et d'une manière encore totalement différente avec ton pote B. Mais par exemple, tu vois, si je peux dire dans les différents profils, tu peux avoir des artistes qui adorent la vie et qui veulent trop découvrir plein d'expériences différentes et donc qui t'invitent à faire plein d'activités et en fait ça n'arrête jamais. Et d'autres qui sont un peu plus posés parce que forcément ils ont fait le tour du monde, ils ont déjà parcouru le monde entier, mais ils ont vécu toutes les expériences possibles et imaginables déjà. Donc forcément, avec eux, on est plus sur une relation ou sur une manière de vivre un peu plus simple. C'est-à-dire que c'est vraiment un peu plus focus sur le boulot, là, sur le travail. On voyage, on travaille, on fait le show, on édite, on rentre, on dort un peu, on repart, autre show, tac, 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 et on enchaîne, tac, 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 tac. Cette tournée aux États-Unis, ça n'a pas été le moment où tu t'es dit je vais arrêter les études. Il y a eu un autre événement par la suite qui est arrivé.
C'est passé quoi exactement? Ben, en fait, déjà, après cette tournée, c'était cool, mais j'étais encore aux études. Et oui, ça commençait à se développer. Donc, on était déjà sur une pente montante, tu vois, en termes de demande et de potentiellement commencer à gagner de l'argent. Mais je pouvais pas encore me permettre d'arrêter les études parce que je devais encore avoir cette sécurité, qu'elle soit psychologique. Et ben, pareil, si j'arrête les études, il faut que j'apporte des sous à la maison. Tu vois, c'est ce qui est normal, c'est logique. Mais est venu un moment où, toujours pendant les études, j'ai été confronté à devoir prendre une décision. Donc pour remettre dans le contexte, je crois qu'on devait être en novembre, et j'ai un artiste qui m'appelle, qui s'appelle Tim Baresco. Il m'appelle et il me dit ouais mec, en fait j'ai une grosse tournée au Brésil, j'aimerais que ce soit toi qui viennes shooter. Ok, trop bien, tu vois. Bah moi je suis un peu plus en confiance maintenant. J'ai fait une tournée aux États-Unis, je me dis vas-y, tranquille, on y va. Très très chaud. Et il me dit ouais, mortel, ce sera en janvier. Mais en janvier, c'est quoi? Examen, c'est prépa et études. Blocus. Vraiment, c'est blocus. Tu t'arrêtes pas. Donc en fait, je suis arrivé à un moment où je devais prendre une décision qui était assez dure, mais qui était importante pour moi et qui le sera du coup pour moi dans mon futur. T'étais en quelle année à ce moment-là? J'étais en deuxième. Deuxième. J'étais en deuxième. C'était ma dernière année avant que j'arrête. Ok. Parce que justement, la décision a fait que je pouvais plus vraiment en fait continuer les études. Parce qu'en gros, spoiler, j'ai accepté la tournée, mais donc ce qui veut dire que si tu acceptes la tournée, t'es pas là pour les examens. Donc tu sais que tu vas rater tes études. Enfin, ou peut-être pas tes études, mais tu sais que tu vas rater ton année. Mhm. Je suis parti en tournée et c'était une dinguerie. Vraiment, entre les États-Unis et l'Amérique du Sud, c'est encore différent. C'est un monde à part. C'était une folie. C'était vraiment une folie. Et donc je suis parti, je crois que c'était 10 jours. On est parti 10 jours au Brésil. On a fait plusieurs villes. Tu sais, c'est tellement grand le Brésil qu'on doit prendre des avions entre différentes villes, etc. Donc non, c'était très, très intéressant et très inspirant aussi, tu vois, de pouvoir rencontrer des nouvelles populations. Je n'étais jamais parti au Brésil ou en Amérique latine. Et des nouvelles populations, des nouvelles mentalités aussi. C'était trop cool. Franchement, j'ai adoré. Et tu l'as découvert aussi d'une autre manière que d'aller en simple voyage aussi, en simple vacances. J'étais pas un touriste. C'est exceptionnel. Ouais, j'étais pas un touriste. Ouais, je l'ai vécu... déjà, je l'ai vécu à 200 à l'heure. T'as pas le temps de faire du tourisme. Tu vois, comme je te dis, quand tu pars en tournée, le but, c'est vraiment d'optimiser le voyage et le tour. Et là, vraiment, c'était un jour, un show. À ce moment-là, du coup, t'es payé. Comment est-ce que tu apprends à connaître ta valeur? Comment est-ce que à partir du moment où il te dit, écoute, est-ce que justement il te propose un certain budget ou alors il te demande c'est quoi ton prix? Tu es nouveau dans ce milieu, donc comment est-ce que tu processes? Parce qu'aujourd'hui, tu as, j'imagine, une grille tarifaire qui peut varier évidemment Ouais, mais en qui est fonction des encore, projets. qui reste dur, Exactement. qui reste difficile. Mais c'est encore plus dur au début, du coup. Ouais, en fait, oui. Ouais, c'était très difficile. J'essaye de me remettre, parce que bon, comme je te dis, c'était il y a 10 ans. Mais il me semble qu'avant ça, j'avais déjà fait genre 2-3 trucs en club. Et que je me suis dit, vas-y, je vais proposer un tarif. Il s'avère que le tarif était trop cher. Je crois que j'avais proposé une histoire de 250 ou 300 euros par jour. Et finalement, c'était trop cher pour lui. Tu vois, parce que même si tu fais une tournée, il y a beaucoup de coûts, il y a le billet d'avion, etc. Et je les défends pas forcément, hein, mais je me remets un petit peu toutes les infos aussi dans la tête. Et donc en fait, il pouvait pas se le permettre. Mais moi, je me suis dit, vas-y, tant que je suis payé, c'est bon, je peux pas perdre d'argent. C'était la deuxième étape. C'est-à-dire que la première étape, c'était tant que je donne juste du temps et non pas de l'argent et que je perds pas d'argent sur des événements, pour moi, c'est OK. L'étape d'après, c'est minimum, je suis obligé de gagner un minimum. Il faut que je puisse me dire, j'ai gagné quelque chose pour ce travail. Et à ce moment-là, mec, on parle de tarifs, c'était dérisoire, tu vois. Mhm. Comme je te dis, je crois franchement que sur la tournée, si j'ai pris 500 balles sur une semaine, et vas-y, c'était mes tout débuts, je suis personne encore. À ce moment-là, tu avais déjà une société ou comment est-ce que tu avais... Au début, je suis passé par la Smart. Par un T'avais organisme. un numéro TVA, etc. Ouais, c'est ça. J'ai dû passer par un organisme qui m'a permis justement d'avoir un numéro de TVA et de pouvoir facturer parce que j'avais pas d'activité professionnelle, j'étais aux études. Et donc à ce moment-là, tu étais étudiant indépendant. Je sais pas s'ils ont ça en France, étudiant indépendant comme statut. En tout cas, en Belgique, ouais, on a le statut d'étudiant étudiant indépendant. Et ensuite, on peut se mettre directement en indé et par la suite, on peut se mettre en société, quoi. Voilà. Ok, tu sais que même moi, je suis tellement naze là-dedans.
Parce qu'en fait, ce qui est ouf, c'est que je suis devenu indépendant et professionnel malgré moi. Parce qu'en fait, je fais des trucs qui me plaisent, qui petit à petit m'ont permis de gagner de l'argent. Et vas-y, je suis pas formé, moi, à créer mon entreprise. J'y connais rien là-dedans. Et j'y connais toujours rien. Je suis une bille là-dedans. Je suis trop, trop mauvais. Mais c'est important de bien s'entourer pour ça, quoi. Mais du coup, ouais, pour revenir au tarif, ouais, c'était pas grand-chose. Mais au moins, je suis passé à ma deuxième étape qui était de gagner de l'argent. Parce que pour moi, c'est important de travailler gratuitement au début. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas forcément être d'accord. Mais pour moi, oui, travailler gratuitement au début, c'est essentiel, c'est important. Et c'est la meilleure manière de pouvoir se développer. Parce que d'une part, ça te permet principalement déjà d'apprendre à bosser avec passion, avec plaisir, et pas dans un but lucratif. Ça va te permettre déjà de retirer toute pression d'un client qui attend un résultat pour de l'argent, parce qu'au début, tu n'as pas d'expérience. Donc, si déjà, tu n'as pas d'expérience et tu te rajoutes cette pression de devoir remettre du sale et de faire vraiment des grosses photos, tu n'y arriveras pas, parce qu'en fait, tu vas essayer juste dans ce cas-là, de te focus sur copier-coller ce que tu as vu sur les réseaux qui marchait. Là où quand tu bosses gratos, il peut rien te dire. Bah ok, bah vas-y. Fous-toi tout derrière dans les toilettes où il y a un miroir et où tu vois quand même un bout de scène. Essaye. Fais ta photo à travers le miroir. Tu vois, j'invente là, tu vois, mais ça te permet vraiment d'ouvrir ton esprit et de te retirer un poids pour pouvoir évoluer encore plus vite. Par contre, ce qui est drôle, c'est que je suis rentré de la tournée, bête de tournée au Brésil et tout. J'étais de nouveau étudiant. Je bossais pas là-dedans. Par contre, je me suis dit, c'était important pour moi de juste finir mon année. Vas-y, mes parents ont payé. Il me reste encore une demi-année à terminer. Tout ce que je vais faire là et tous les cours que auxquels je vais être présent, ce sera que du bénéf. Je vais que apprendre de nouvelles choses. Au final, vas-y, et tous les jours, donc après ma tournée, tous les jours, je suis reparti à me lever à 6h du mat et à aller en cours. Donc ouais. Tu savais que tu allais arrêter du coup l'année d'après ? Oui, je savais, parce qu'à ce moment-là, c'était déjà, comme je te disais, on était en belle montée, et je savais que j'allais pouvoir au moins avoir un peu de sous. Étant donné que j'étais encore chez mes parents, j'avais pas cette pression de devoir payer un loyer complet, mais d'au moins, si je peux apporter de l'argent à la maison, c'est OK. Donc je me suis dit, bah ok, en vrai, autant se lancer, tu vois. Donc après cette tournée en Amérique du Sud, donc tu as fini tes études. Ouais. Et ensuite, tu as eu une autre opportunité avec Henri, c'est ça ? Oui, mais plus tard. Donc on s'est plus parlé pendant un moment. Pas qu'on s'est disputé ou quoi que ce soit, mais juste la vie continue. Et à ce moment-là, j'ai reçu un message de Henri qui me propose simplement, il me dit « Ouais mec, écoute, là cet été, on va commencer une belle tournée. Est-ce que tu serais chaud de partir, de faire les dates avec nous cet été quoi ?» Et donc, ça s'est tellement bien passé en tournée avec Henri que forcément, je me suis dit mortel. J'arrête les études. Lui, il me propose de faire un été de fou. Donc, j'accepte. Hein. Écoute, j'accepte. Et donc, on passe tout l'été ensemble. On fait toutes les dates en Europe. Hein. On a fait, je crois qu'on a fait Belgique, Allemagne, France. Voilà, à ce moment-là, c'était vraiment axé sur l'Europe. Mais ouais, une belle aventure. Et de nouveau, on apprend encore de nouvelles choses. Parce que tourner une semaine, c'est bien, mais tourner plusieurs mois, où il y a des moments où tu rentres à la maison, tu repars, donc il y a des rythmes in and out, tu dois monter, tu es à 200 à l'heure, puis tu redescends à 50 à l'heure. C'est un rythme aussi à apprendre. Tu m'as dit que tu étais une personne très curieuse. Tu as été fort connu par tes filtres Instagram. Quand est-ce que c'est arrivé tout ça ? Et pourquoi est-ce que tu t'es lancé là-dedans ? Parce que pour ceux qui ne savent pas, du coup, tu as créé des filtres Instagram qui ont été vraiment très viraux. Ouais, qui ont pété, quoi, tout simplement. Pété sa race. Il y a Messi qui a réutilisé, il y a Justin Bieber, etc. Il y a la famille Beckham. Il y a Messi, il y a Tom Holland de Spider-Man, il y a Millie Bobby Brown. Tu savais que ça allait avoir une ampleur comme ça ou pas ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, on est là, pour mettre en contexte, on est en plein Covid 2020. J'arrête de tourner parce que forcément, juste avant, en fait, l'été avec Henri s'est tellement bien passé qu'en fait, 4 ans sont passés où j'ai fait que tourner avec lui. Moi, j'ai bossé avec d'autres gens et j'ai fait plein d'autres trucs, mais où en fait, il m'a redemandé pour toutes ces dates. Donc en fait, on bossait ensemble et on devait partir en Chine juste avant la fermeture des frontières due au Covid. Donc par chance,
On n'est pas parti parce qu'on nous a prévenu à temps. Mais à ce moment-là, je tournais. Et donc, Covid arrive. Tu passes de 200, mais plus à 50, à 0 à l'heure. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu te fais chier. Tu te fais chier. Tu te fais chier. Tu te fais chier. Et au début, tu fais rien du tout. C'était compliqué, mais de nouveau, en fait, j'ai l'impression que je n'arrive pas à me morfondre d'une situation. Genre, regarde, pour la main, vas-y, on avance. Covid, vas-y, on trouve le positif et on essaie d'en tirer profit. Moi, la première chose que j'ai fait en tirant profit, c'est de me reposer. Le repos, mec. Ça... C'est vrai que le rythme de tournée, Ouais. ça peut être malsain à un certain moment, non ? Si tu fais pas les bonnes choses si tu continues pas le sport, si tu t'alimentes pas bien, ça peut devenir quelque chose de mauvais pour ton corps au long terme. Totalement. Et du coup, en fait, il est arrivé un moment en fait, où tu t'ennuies tellement qu'il faut que tu fasses quelque chose. Mais moi, je l'ai jamais pris, le Covid, je l'ai jamais pris négativement. J'ai juste commencé par une période de repos. Et vas-y, quand je t'ai reposé, qu'est-ce qu'on va faire ? Et comme je te dis, je suis quelqu'un de très, très curieux. Dès que ça a un lien avec l'image, le digital et quelque chose de créatif, vas-y, je fonce dedans. Et j'ai découvert les filtres sur Instagram. À ce moment-là, c'était pas connu encore. C'était en accès, en accès anticipé ou en accès bêta. C'était bêta. J'étais devenu un bêta-testeur. J'avais demandé en fait un accès. J'avais été accepté par Facebook pour être bêta-testeur et créer des filtres avant que ce soit public. Et du coup, à ce moment-là, je créais des filtres, d'abord pour le fun, tu vois. Mais est arrivé un moment où les fêtes arrivent. Je crée avec un pote à l'époque un filtre. On a choisi comme thème Disney. Disney, 4 milliards d'utilisations. Ouais. Et t'as pris beaucoup d'abonnés à ce moment-là non plus. Mec, je prenais 10K par quart d'heure. Par quart d'heure. J'allais faire une sieste de 2 heures, j'avais 50 000 en plus. Ah, c'est fou. C'était une dinguerie. Genre tout le monde, même tous mes potes, ils regardaient. Certains étaient un peu jaloux. Et d'autres, ils regardaient, ils disaient, mais mec, tu remplis mes week-ends parce que mon week-end, je le passe à refresh ton Insta. Et à chaque fois, il y a 2000 en plus, 2000 en plus, 2000 en plus. C'était une dinguerie. À cette époque-là, j'avais genre, imagine-toi, j'avais 3 messages par minute. Wow. 3 DM par minute. C'était catastrophe. Mon téléphone, je devais le charger 3 fois par jour sans l'utiliser. C'était une dinguerie. Et t'es monté jusqu'à combien ? Je suis monté jusqu'à 800K. 800K. Ouais. En combien de temps ? Pas longtemps, hein ? Quoi, 2 semaines, 1 mois ? Non, en 2 mois. 2 mois ? T'as explosé quoi en... J'ai tout explosé. Tout explosé. Ouais, c'était vraiment une folie. Mais bon, après, ce qui est logique, comme tout buzz, les gens viennent par curiosité et vu qu'ils correspondent pas... De base, je suis photographe. Je fais pas des trucs sur Disney, je fais pas des filtres pour enfants, ou, tu vois, parce que là, c'était quand même très familial. Donc forcément, après, moi, quand ils voient des photos de concerts, ils partent. Et c'est encore maintenant le cas. Il y a un gros tri qui se fait, je perds des centaines d'abonnés. J'en gagne des centaines aussi maintenant, avec des gens qui aiment l'art, la photo, l'événementiel, la musique. Mais heureusement, je suis content même de les perdre, parce qu'au moins comme ça j'ai des personnes qui aiment vraiment mon travail, quoi. Bien sûr. Mais ouais, 800K, c'était... T'as pu bosser du coup avec des grandes marques, avec tes filtres aussi ? Ouais, des très grandes marques. En vrai, mec, pour t'en citer quelques-uns, j'ai bossé sur des projets avec Opel, avec Dude Perfect. Je sais pas si tu vois. T'as bossé avec eux ? Dude Perfect ? Ouais, je leur ai fait un filtre. Waouh ! Va voir sur Insta, il me follow. C'est les goats. Il me follow toujours. C'est une dinguerie. J'ai fait quoi ? J'ai bossé sur des projets pour Ikea, Ford. Et le GOAT, j'ai bossé sur un filtre. Imagine-toi, j'ai bossé sur un filtre Instagram. Le client, c'est Instagram. Donc Instagram m'a contacté pour créer un filtre Instagram. Pour eux, quoi. Waouh. T'étais devenu la référence, en fait, un petit peu, dans la à ce moment-là, je faisais partie, en tout cas, du top 5 mondial de créateurs de filtres. Ouais, ça c'est sûr. Si pas top 3. En fait, ils m'ont simplement contacté pour faire le filtre de l'Euro 2020. Waouh. La Coupe d'Euro de foot. Ils m'ont dit, t'as 48 heures. Et t'étais payé ou c'était vraiment... Ouais. J'étais payé. Trop bien. Beaucoup. Ouais ? Beaucoup. C'était un chouette chiffre. Ouais, c'était un très très chouette chiffre. Pour 48 heures, Waouh. 48 heures de taf, c'était... Incroyable. C'était bien rentable. Quand t'es curieux impliqué, tu vas à 200 à l'heure dedans. Tu y vas à 1000%. Tu regardes pas en mode ok, je sais ce que c'est. Non, tu y vas et vas-y, tu charbonnes. Et c'est ce que j'ai fait notamment pour un autre projet.
Mais cette fois-ci, c'était physique, c'était matériel, où j'ai fabriqué mon propre objectif photo, Le P-Lens. le P-Lens. Comment cette idée t'est venue en fait? J'ai vu sur Internet un mec qui utilisait juste un bouchon d'appareil photo. Il en fait un trou et il mettait justement un vieux Kodak, tu sais, juste la petite boule de la lentille, et il le mettait dessus. Et ça faisait un peu style vintage caméra. Je me suis dit, vas-y, c'est mortel, faut que j'essaye. Je l'essaye, ça rend trop bien, je m'amuse. Et je me suis dit, bah vas-y, en fait, c'est cool, mais ça donne quoi avec 2? C'est mortel, ça défonce. Ça défonce. Et là, je me dis, ok, bah vas-y. Ça donne quoi avec 3? Ok, c'est mortel. Ça donne quoi avec 4, 5, 6? Je suis allé jusqu'à 7. Tu l'as montré sur les réseaux sociaux aussi, ça a très bien J'en ai fait fonctionné. 3 vidéos. Et j'ai fait 3 vidéos qui ont fait, ouais, ça a fait plus de 10 millions de vues. Enfin, c'est... Dans les vidéos, il y en a plein qui disaient I'm too lazy, I just want to buy it. Parce qu'en fait, c'est une vidéo DIY. Mais vas-y, si t'as la flemme. Bien sûr. Et donc, je me suis dit, ok, vas-y, il y a trop un truc à faire. Et j'ai modélisé ce DIY, ce bricolage. J'en ai fait un projet fini et vendable. Mais du coup, en fait, le problème, c'est que vu que je récupère c'est juste les petites lentilles des vieux Kodak pour leur donner une deuxième vie, en fait, j'avais tout simplement vidé tous les stocks de tous les laboratoires de Bruxelles de photos. Ils n'avaient plus de Kodak en poubelle. Il y avait pas assez de rentrées par rapport à ma demande. Donc en fait, j'ai dû arrêter les précommandes. Je vais peut-être... on va voir. Peut-être que je vais réofficialiser une vente du P-Lens. Donc à ce moment-là, du coup, tu t'es encore en tournée avec des artistes, etc. Quand est-ce que l'opportunité DJ Snake arrive? L'opportunité DJ Snake, elle arrive en décembre 2022, où je reçois d'abord un premier DM d'une personne de l'équipe de Snake sur Insta, qui me demande mon numéro, qui se présente vite fait et qui me dit que voilà, est-ce qu'on pourrait avoir un call? Et de là, moi, je connais pas cette personne. Tu pourrais être n'importe qui, je te connais pas. Toi, t'es un vieux scam, tu vois. Pour moi, c'était vraiment un traquenard. Mais je me suis dit, vas-y, je lui donne mon numéro. Au pire, c'est quoi? Au pire, c'est juste un spam et je le bloque plus tard. C'est pas grave, tu vois. C'est un des meilleurs messages de ma life. J'accepte, on s'appelle, il prend la température, salut, nanana, il se présente, hop. Et de là, voilà, il demande juste comment ça se passe pour moi, qu'est-ce que je fais actuellement, est-ce que je tourne beaucoup, etc. Donc voilà, je lui fais un récap, que je suis creative director pour la partie réseaux sociaux de Tomorrowland à ce moment-là. Je suis photographe pour l'émission The Voice. Je fais plein de projets aussi, corpo, event, etc. Je bosse en plus de tout ça en tournée avec Henri PFR. Donc ouais, je suis actif, quoi, tu vois. Techniquement, j'ai pas besoin d'eux. Je suis bien. Donc ouais, ok, très bien, merci. Écoute, je te reviens. Ok, vas-y. Tranquille, tu vois. Au pire, voilà, j'ai perdu 15 minutes de mon temps. C'est pas grave. Et puis, il me renvoie un message. Là, il me dit Hello Arnaud, la manager de Snake va t'appeler pour prendre la température aussi, mais pour discuter un peu plus. À ce moment-là, elle me dit une phrase que je me souviendrai toute ma vie, en fait, parce que pour un profil de ce genre, recevoir ce genre de compliments, l'air de rien, c'est quelque chose. Elle me dit écoute, si ça te tente de partir en tournée comme ça avec nous, trop bien, parce que ça fait des mois qu'on cherche un profil comme le tien. Incroyable. Et ça, c'est quelque chose qui marque. Tu vois, cette phrase, l'air de rien, ça peut paraître anodin, mais moi, regarde, je t'en reparle encore maintenant, c'est un truc qui me restera à vie. Cette phrase du « ça fait des mois qu'on cherche un profil comme le tien », on parle pas de n'importe qui, on parle de l'équipe de DJ Snake. Donc on parle d'un des plus gros artistes au monde. Et de là, elle revient vers moi avec un message, juste, voilà, on va faire une date test. On va t'envoyer au Bahreïn pour l'ouverture de la Formule 1, là où Snake fait un show. Bah, let's go, écoute. Donc, je reçois mes billets, ultra rapide. J'atterris au Bahreïn en après-midi. On fait le show. Je rencontre DJ Snake. Est-ce que là, vous avez le temps de parler un petit peu ou pas du tout? Non, pas vraiment. Mais on se connaît pas. En plus. On se connaît pas en plus. Donc, on serre la main, enchanté. Ah ben, mortel. Mais adorable. Il est très cool. Mais tu vois, en plus, avec son aura de big boss, il arrive. Moi, je suis un peu impressionné aussi parce que bon, ça reste un artiste que je respecte. Je suis pas là en train de faire le fanboy ou quoi que ce soit, hein, mais ça reste impressionnant. Tu vois, le mec,
quand il passe dans la rue, quand il marche dans la rue, quand il arrive en festival, quand il arrive à l'hôtel, il a une prestance, il a une aura. Tu sens que c'est un big boss depuis des années, qui connaît l'industrie et que c'est le mec en place. Et du coup, ben voilà, on se rencontre, on se parle en speed, tu vois, vraiment, salut, je m'appelle Arnaud, enchanté, je vais faire tes photos, voilà. On fait le show, on parle 5 minutes à la fin, juste après le show, lui, il enchaîne, son vol est juste après le show. Et moi, j'arrive à l'hôtel, j'ai 3 heures avant que mon taxi vienne pour que je rentre aussi. Donc en fait, je suis arrivé en après-midi et je repars au matin, je suis resté peut-être 8 heures au Bahreïn. In and out, vraiment. Je me donne à fond, gros. Les photos, je les fais avant d'arriver à l'aéroport. Je veux montrer, vas-y, je peux être rapide, je connais le milieu, parce que ça fait des années que je suis là-dedans. Je veux montrer que, vas-y, je suis bon, je suis rapide, je suis professionnel, je te balance mon premier album, et j'espère que tu vas kiffer, quoi. Tu donnes tout, quoi. Ouais, je donne tout. Pour le coup, j'essayais en plus des effets un peu différents. J'essaie de montrer que je suis créatif. Est-ce que tu avais un stress ou tu étais confiant à ce moment-là? À quel moment? Au moment où justement tu édites les photos, est-ce que tu n'as pas ce truc où tu te demandes s'il va kiffer tes photos ou est-ce que tu es confiant par rapport à ça? Quand je remets les photos, je me souviens encore, j'étais incapable de dire si j'avais fait des belles photos. Je n'attendais qu'une seule chose, c'est la validation de Snake et de l'équipe. Et à ce moment-là, j'étais tellement stressé. À un moment, j'ai même envoyé l'album à mon pote photographe, Jordan Marchand, qui lui avait déjà fait des dates avec Snake. Il avait fait en Inde, je crois, il avait fait quelques dates aux États-Unis aussi. Et je lui ai demandé son avis. Parce que j'étais incapable de savoir si j'avais fait du bon taf ou pas. J'avais besoin de cette validation. Bon, déjà, t'as Jordan, un amour, il a pris du temps pour me dire, vas-y, ça tue, ça défonce, il va trop adorer, etc. Donc, amour à Jordan. Vraiment, quel gars incroyable et super talentueux. Mais surtout, ouais, je devais attendre. Et ça, c'était un des plus longs moments de ma life, je pense. 2 jours. 2 jours d'attente. 2 jours avant d'avoir une réponse. Waouh. Après, bon, c'est le biz aussi, ils sont occupés et ils sont excusés aussi de ne pas avoir répondu directement parce qu'ils peuvent comprendre aussi que c'est un peu stressant. Mais bon, voilà, ils font des tours du monde. Hein. Et eux, j'ai compris que quoi qu'il arrive, ils ne comptaient pas poster cet événement. Ils voulaient juste faire un test parce que c'était une date qui sortait de nulle part. Il n'était même pas en tournée. Donc c'était le moment de tester. Mais ils ont validé. Et surtout, Snake a validé. Et là, je suis en mode comme un ouf. Je reçois un message de Julie qui me dit « T'es prêt à tourner ?» Et ce truc de « Est-ce que t'es prêt à tourner ?» c'est le début de la grande aventure avec Snake. Et t'es parti combien de temps après, du coup, en tournée avec lui? Je crois 2 mois après. Hein. Est-ce que t'as dû tout abandonner par la suite? Parce que tu m'as dit du coup, que t'étais en tournée avec Henry, mais à côté de ça, t'avais d'autres projets. Ouais, ça c'était humainement parlant, c'était un des plus durs moments de ma life. Parce qu'Henry, en fait, on a tourné presque 6 ou 7 ans avec Henry. C'est plus un client, c'est devenu ton pote. Comme je te dis, quand t'es en tournée autant de temps et qu'en plus on a le même âge, il y a un moment où en fait tu crées des liens. Sinon tu tournes plus avec, c'est que ça marche pas. Et en l'occurrence, là, Henry, c'est devenu un ami. Et là est venu le moment où en fait je dois lui annoncer que j'arrête de bosser avec lui et je pars avec un autre artiste. Et ça a été... ça a été très très compliqué pour moi. J'en dormais plus. Pour te dire, je dormais plus parce que j'avais trop peur de lui annoncer. En fait, c'était comme une rupture en fait. Tu sais, quand tu dois annoncer que tu veux cut avec ta copine, en fait, c'est horrible. Ressenti, non mais c'est horrible. Tu vois, t'as peur de sa réaction, etc. Et en fait, Henry a eu une des réactions les plus saines, humaines et bienveillantes que j'ai pu recevoir d'une personne. Il m'a fait comprendre, il a été honnête. Même, il m'a dit, écoute, Henry PFR, l'artiste, ça le fait chier. Ça fait grave chier parce que t'es un des meilleurs éléments. Ça fait tellement de temps qu'on tourne ensemble et il veut pas me perdre. Il dit, mais d'un autre côté, je dois être honnête, Henry l'humain, mais mec, il est trop content pour toi. Henry l'humain te dit, mais fonce, c'est putain de DJ Snake. Vas-y. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai vraiment découvert un vrai ami, pour le coup. Un vrai ami et vraiment un de mes meilleurs potes, grâce à ça. Et aujourd'hui, tu le vois encore, tout se passe très bien, etc. Et aujourd'hui, on va faire du paddle, on se voit, ouais, bien sûr, on s'entend super bien. Et quand je suis dispo, parce qu'on a une histoire ensemble, je vais faire des shows avec lui, bien sûr. Donc là, du coup, tu commences à tourner avec Snake. Ouais. Comment ça se passe les débuts avec lui? Bien, très discret.
je me fais discret. Non, ça se passe assez bien, mais en fait, c'est drôle parce qu'on est vite arrivé aussi à devoir voyager en jet parce qu'on était sur une tournée où ça enchaînait un peu trop, donc les vols commerciaux, on pouvait pas les prendre, ça correspondait pas avec les horaires. Donc en fait, j'ai commencé assez rapidement à voyager en jet avec lui, donc très proche directement. Donc ça s'est assez rapidement bien passé. Bah, tu sais, après, quand tu as un mec qui fait de la photo de tournée et qui tourne, c'est que tu es déjà, dans ta personnalité, quelqu'un d'assez facile à vivre avec, tu vois. Donc en fait, ça s'est passé assez rapidement, bien. Ok. Ouais. Cool. On a enchaîné les dates. Je crois on a fait une tournée en Asie directement. En passant, on a fait, je crois, Hong Kong, Malaisie, Vietnam, quelque chose comme ça. Le rythme était comment à ce moment-là? Est-ce que c'était aussi rapide qu'avec Henri? Ou Non. c'était plus rapide? C'était comment? Non. Comment est-ce que tu t'es habitué du coup à ce rythme-là? Je crois que je suis un robot, déjà de base. Pour tenir le coup comme ça, je crois que en fait, il y a pas beaucoup de personnes ne peuvent tenir comme ça. Parce qu'en général, quand on tourne comme ça, il faut bien s'imaginer que c'est pas que de la glande et que du voyage. C'est entre 2 et 3 heures de sommeil quand tu es en tournée. C'est intense parce que tu fais un show, puis tu dois retoucher tes photos. Donc en fait, après le show, la journée se termine pas, la nuit ne commence pas. Oui, la nuit, mais le sommeil commence pas. Moi, perso, j'ai encore 4 heures d'édit minimum. Donc en fait, je dors pas avant peut-être 6-7 heures du mat. Et parfois, on a un vol à 1 heure. Donc en fait, 4 heures plus tard, tu dois être dans l'avion. Donc tu as 2 heures de sommeil. Le temps de refaire ta valise après, repartir. Tu vois, c'est un rythme très très intense. C'est pas du tout le même qu'avec Henri. Quoi qu'il arrive, l'air de rien, faut être factuel. Henri, c'est un profil plus petit que DJ Snake. Donc c'était pas du tout le même rythme. Ça tourne, mais 50 fois plus. C'est pas les mêmes logistiques aussi, j'imagine. C'est pas les mêmes logistiques Et- non plus. C'est pas les mêmes équipes. C'est des beaucoup plus petits comités avec Henri qu'avec Snake, tu vois. Donc ouais, non, c'est totalement différent. Très intéressant. Et je crois que en vrai, je crois que j'étais déjà prêt avec toutes mes années de charbon. Tu vois, en faisant tous ces événements à l'autre bout de la Belgique, finissant super tard, faut attendre le train, mais donc tu dois rester éveillé, puis tu commences les photos. Enfin bref, ça te forme déjà, ça te prépare. Et au final, après, tu sais, ça reste du travail. Donc tu dois être très sain aussi dans ta manière de bosser. Avec Snake, du coup, tu as pu faire des très très gros festivals que tu n'avais pas pu Ouais. faire auparavant. Tu as pu du coup checker certaines dates. C'est quoi un petit peu les dates marquantes que tu as pu faire avec lui? Ah, maintenant, officiellement, je peux dire que j'ai fait presque tous les festivals au monde. Dans ceux qui m'ont marqué, en vrai, tous les festivals se valent plus ou moins, mais il y en a juste, je pourrais dire juste surtout un qui m'a marqué, c'est le festival Coachella. Donc faire Ultra, c'est cool, parce qu'au moins tu les as tous faits. C'est des gros festivals. EDC aussi, j'en oublie. EDC qui est très très bien aussi. Mais Coachella, C'est mythique. mais en tant que photographe, c'est mythique. T'as envie de le checker. Tu vois, t'as envie de te dire, bon, bah c'est bon, je l'ai fait. Donc ouais, Coachella. Incroyable. Et ensuite, une date très importante qui a eu lieu du coup en 2025, c'était le Stade de France avec Snake. Là, il me semble que tu as eu un rôle un petit peu différent de ce que tu as l'habitude d'avoir. Enfin, un rôle en plus, et que tu es ton rôle de base. Ouais, carrément. Un des plus gros challenges de ma carrière. J'étais à la tête de la photo de cet événement. C'est-à-dire que c'était à moi de proposer une direction artistique, de créer mon équipe de photographes et de trouver donc tous ces photographes pour shooter cet événement unique et incroyable. Dingue. Ouais, c'est ouf. Il y avait combien de photographes du coup pour ce stade? On était 12 ou 15. Incroyable. Avec 2 photographes pour l'after, parce qu'en plus, on a fait une after après. Une after de 20 000 personnes. On a fait l'Accor Arena. C'est une folie. Mais donc, ouais, il fallait tout planifier, les placements, etc. Parce qu'il fallait pouvoir être sûr d'avoir tous les angles de chaque moment important. Il fallait que je puisse être sûr d'avoir des soldats techniquement ultra bons et ultra créatifs. Parce que, bah, tu connais ma photo, je suis pas du genre à faire juste un reportage. Je veux que chaque photo soit un poster que tu puisses mettre Une œuvre d'art, quoi. Ouais, je veux que ce soit une œuvre d'art et que ce soit un truc qui soit vraiment beau visuellement. Tu pourrais accrocher à un mur. Et donc, il fallait vraiment les meilleurs pour ça. C'était environ 160 000 photos
au Wow. total, tous repassés une à une pour essayer d'avoir les meilleurs possibles et remises en 48 heures. Et c'est toi qui as fait du coup l'édit des photos? Ouais, cette fois-ci, j'ai pris alors 80%. Il y avait certains photographes que j'ai pris vraiment pour leur style, parce que je kiffais trop ce qu'ils faisaient. Et je veux pas refaire ce qu'ils font. Si je les prends, c'est pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Et tout le reste, je voulais garder une homogénéité dans l'album, et donc il fallait que je sois aux commandes et que je passe sur l'édit de toutes les photos qui sortent. 100 000 personnes en une même soirée, C'est l'événement c'est de l'année, unique. voire de la décennie, quoi. Pour moi, c'est l'événement de l'année, et pour le monde électro, ouais, c'est quelque chose. Hein. C'est big quand même. Hein. Mhm. Guetta l'avait pas fait avant. C'est le premier. DJ Snake est le premier à avoir rempli un stade de France en tant qu'artiste électro. Tout seul. Je parle bien tout seul, à son nom. Donc il n'y a pas longtemps, tu as été à Vegas du coup avec Snake, tu as fait une date là-bas. Et j'ai vu que tu avais fait un live avec Anime aussi. Ouais. Anime, Comment est-ce que mon ça gars. s'est fait finalement? Mec, déjà, Anime, c'est une crème. C'est un des plus chouettes humains que j'ai pu rencontrer. Comment ça s'est fait? Ben, Snake devait faire un live avec Anime qui était parti aux US. En fait, il faisait un tour aux US et il streamait, je crois, H24. Et il est arrivé à Vegas quand on était à Vegas. Donc, on a organisé, les équipes, le management a organisé la rencontre entre Snake et Anime. Et en fait, à la fin de toute la journée passée ensemble et la soirée, parce qu'ils sont venus voir le show à la Sphère à Vegas aussi, en fait, on s'est super bien entendu. Et à ce moment-là, je leur ai du coup proposé de shooter le GP, le GP Explorer, tu vois, vu que j'étais dispo, vu que, humainement parlant, on s'est super bien entendu. Vraiment, il est trop drôle, il est super gentil, c'est un bel humain. Je me suis dit, vas-y, il faut trop qu'on fasse un truc ensemble. Et en plus, ça sortait un petit peu du cadre de ce que tu faisais d'habitude, Ouais. j'imagine. Non, mais attends. Je le rencontre à Vegas et je me retrouve au GP Explorer de Squeezie à shooter Anime. Enfin, c'est une folie quand même. Et comment ça s'est passé du coup à ce moment-là? Pour le GP, en fait, si tu veux, il y avait du coup Youssef, le manager de Anime, qui était à Vegas avec nous. Et donc, j'ai pris contact avec lui. J'ai pris son WhatsApp. Du coup, on continue à se parler, même encore aujourd'hui. Et je lui ai proposé, vas-y, viens, tranquille. Viens, on y va en détente. Moi, je viens pour faire un truc cool. On fait un truc. Je suis pas là pour la fame ou quoi que ce soit. Moi, je suis là pour l'expérience. J'adore cet univers déjà. Donc, on a organisé ça en speed. 4 jours plus tard, je me retrouve à le shooter au GP pendant 3 jours. Incroyable. Ouais, c'était ouf. Et franchement, de cette année, c'était c'était mon top 3 souvenirs. Et dans ma carrière, franchement, c'est mon top 10. Hein. Anime, il met à l'aise direct. Il est super gentil et il donne de sa personne aussi. Et ça, c'est important. Quand l'artiste ou ton client, ou voilà, quand tu dois le suivre et qu'il te donne rien, c'est compliqué d'avoir du contenu. Mais lui, il te donne. Mais vas-y, s'il doit faire... Mais en fait, c'est naturel. C'est même pas... Il joue pas un rôle. Il est naturellement fou dans sa tête, mais dans un bon sens. Et du coup, ça te permet d'avoir des réactions, des moments incroyables. J'ai vu pas mal de préjugés aussi sur les réseaux par rapport au monde de la tournée, tout simplement. Est-ce que pas mal de gens prennent de la drogue? Est-ce que c'est un mythe? Comment est-ce que ça se passe dans ce milieu? Personnellement, moi, de ce que je peux dire de mon expérience, ayant côtoyé beaucoup d'artistes, j'en ai pas vu une seule. Il n'y a pas eu un moment où à du haut niveau, je te parle, hein, à du haut niveau, partir en tournée, etc., où j'ai vu des artistes se droguer. Pour moi, ça c'est... Je peux pas parler d'un mythe, parce que je vais pas parler de choses que je connais pas. Mais de mon côté, les artistes avec qui je bosse, je dois être en phase avec eux. Et mec, c'est les gens les plus sains possibles. Genre, la plupart, ils boivent pas. Nous, on tourne principalement à l'eau. On essaye, dès qu'on a un peu de temps et d'énergie, on va à la salle. Bon, moi, je suis le mauvais exemple parce que j'ai du taf, mais tout le reste dort. Quand tu arrives à un certain niveau, tu peux pas tenir avec de la drogue. Pour moi, c'est impossible. Dès que je commence à shooter, je ne bois pas. Quand j'ai fini mon taf et qu'il y a un truc qui se passe, bah, why not? Tu peux prendre un petit verre ou quoi, mais tu quand vas mon pas te taf est défoncer, fini, quoi. quand mon taf est fait, et bien sûr sans être défoncé, tu vois, l'idée c'est vraiment de rester le plus conscient possible. Il faut juste un peu profiter, mais pas se défoncer. Donc non, pour moi, la drogue à haut niveau n'existe pas sur le long terme. Quand tu es en tournée avec un artiste, comment est-ce que la logistique se passe? Est-ce qu'il y a des équipes qui s'occupent de ça? Oui,
Ouais, forcément. Ça dépend des équipes, ça dépend du niveau de l'artiste aussi. Mais je peux donner 2 exemples. Par exemple, prenons les exemples de Henry et Snake, ce sera le plus simple. Henry, c'est une plus petite équipe, mais malgré tout, donc, tu as le tourman qui gère tous les vols, tous les hôtels, etc. Tour manager. Le tourman, ouais, c'est le tour manager, qui lui va gérer du coup tous les vols et tout ça, il va préparer le voyage. Mais par exemple, chez Snake, par exemple, on a une personne qui est vraiment focus là-dessus. Il est à temps plein à ne faire que le booking, la logistique en fait des tournées, de gérer vraiment les process. Ok, il faudra cette voiture-là, ça prend autant de temps pour aller au festival, nanana. Il joue à telle heure, donc il faut booker cette voiture à telle heure. Et on a le tourman, donc le tour manager, qui lui sera plus sur place à voyager avec nous et à gérer que tout se passe bien sur place à l'instant T. Donc là, ça fait 2 ans que tu tournes avec Snake, c'est ça? Ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans. En mars, ça va faire 3 ans. Combien d'années est-ce que tu vois encore devant toi avec lui? Bonne question. Je me vois encore longtemps. En fait, du moment où je m'amuse encore et que les conditions sont toujours OK, j'ai pas de raison de partir. Mais le seul truc, c'est que moi, j'aimerais bien... je pense que ce qui serait bien aussi pour moi, c'est créativement parlant, c'est d'essayer d'aller peut-être un peu plus aussi vers des chanteurs. Tu vois, des grosses pop stars qui permettent de t'apporter un peu plus créativement parlant aussi. Parce qu'entre l'aspect DJing, qui est des visuels assez similaires tous entre eux, qui a un univers, tu as les pop stars qui chantent avec des stages différentes, etc. Donc c'est créativement parlant et d'un point de vue photo, assez intéressant à combiner les deux et de shooter ces 2 univers-là. Est-ce que tu penses que tu pourras continuer cette vie-là encore dans 10-15 ans à ce rythme? Non. C'est pour ça que je viens de lancer une agence qui s'appelle Pigment. Et le but, c'est de, moi, avec mon regard et ma crédibilité aussi, c'est de proposer les meilleurs profils créatifs pour mes différents clients. Mais je suis pas que dans l'événementiel du coup. Donc, Pigment, mon agence, en fait, elle est dans la photo vidéo, création de sites internet aussi, mais elle fait du corporate. Et en fait, on fait tous ces services-là, mais pas tout seul. Moi, j'ai tout un roster d'artistes, de photographes, de créateurs que je connais et que je respecte. Parce que comme je te dis, avec mon regard, je sélectionne. Je fais très très attention à qui pourrait bien correspondre et j'envoie pas n'importe qui. Je veux que ce soit vraiment le top du top et c'est pour ça que Pigment est là. Aujourd'hui, avec ta crédibilité, tu as lancé un cours en ligne aussi Ouais. avec Creative With. Qu'est-ce que tu proposes dans ce cours du coup? Ce que je propose dans ce cours, c'est tout d'abord, je propose mon parcours. J'explique un peu d'où je viens, comment j'en suis arrivé là, un peu plus en détail quand même que ce qu'on a fait là. Et surtout, je donne énormément d'astuces, de conseils, de choses à faire, à ne pas faire pour évoluer du mieux que tu peux dans ce milieu-là. Parce qu'on connaît, on le sait, cet univers, la photo de concert, de club, de tournée, c'est super dur de rentrer là-dedans. Mais par contre, moi, dans ce cours-là, je t'apprends et je t'aide à évoluer de la meilleure manière possible, le plus vite possible, sans brûler les étapes, mais pour te construire des bases solides et être après le plus performant possible. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi un groupe privé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Auquel tu peux discuter avec les créateurs. Avec les autres créateurs, j'adore. En plus, on discute beaucoup. On a un channel aussi où ils m'envoient leurs photos, je leur donne des conseils, je leur donne aussi mes astuces. Mais on a créé une communauté, en fait. Donc même les autres, ils donnent leur avis. Et en fait, eux-mêmes, entre eux, ils se connectent, ils commencent à faire des échanges et à se plug un peu partout dans le monde francophone. Et non, c'est génial, ça tue. Et puis en plus, au-delà de ça, il y a des contenus qui vont arriver aussi où je donne un peu plus en détail des astuces d'édit, comment on édite en particulier certains effets, etc. On va faire des lives edit aussi où je retouche les photos de ma communauté de créateurs. Et non, c'est un projet qui défonce. Tu sais, sur Instagram, j'ai trop de demandes. Je peux pas répondre à tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'aussi ce cours est proposé, parce qu'il y a un groupe où, grâce à ça, je peux répondre facilement. On est en petit comité. Vas-y, je réponds à tout le monde et on discute. Et vraiment les faire avancer, leur donner mes conseils beaucoup plus précis que si je devais faire une story ou expliquer dans son global. Du coup, si jamais vous êtes intéressé de suivre ce cours, tout se retrouve dans la description, juste en dessous.
Bah écoute, merci Arnaud d'être venu Merci Lucas, pour ce c'était podcast. super cool. C'était trop bien. Tu sais d'ailleurs, c'est mon tout premier podcast. C'est ton premier podcast. Donc, force. Exceptionnel. Bah, Ouais, écoute, très cool. c'est mon premier aussi en tant que host. Donc, très très belle expérience. Et j'espère aussi que vous, derrière votre écran, vous en aurez appris un peu plus sur Arnaud. Merci à toi. Merci Lucas. À bientôt. À bientôt.